Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous inviterai à prendre place. Nous attendons encore quelques participants. Nous avons plus de 200 personnes enregistrées. Nous avons aussi un web streaming. Alors je suis donc Isalina Boto, je dirige le CTA à Bruxelles. Nous avons des collègues de différentes institutions, secrétariat ACP, DGDEFCO, et ainsi de suite. Et nous coordonnons le briefing et la série de briefings lancée il y a quelques années déjà. Nous en sommes à la 57e édition. Il s'agit en fait d'entretenir des dialogues sur des enjeux clés pour le développement agricole en général. Et je me réjouis de nous pencher aujourd'hui sur la question des petits exploitants, de l'agriculture à petite échelle. C'est important, évidemment, pour la sécurité alimentaire, pour les systèmes alimentaires durables, pour la sécurité nutritionnelle. Nous avons un atelier à Bruxelles sur la capitalisation de certaines des entreprises agricoles spécifiques dans les chaînes de valeur africaines. La CTA et les organisations panafricaines organisent ces ateliers. Nous avons donc justement en salle un certain nombre de parties prenantes, de chefs de file essentiels au niveau national, régional. Et nous avons d'ailleurs le nouveau président parmi nous, nouvellement élu depuis un mois, de l'organisation panafricaine des agricultures. C'est Elisabeth Simadala. Elle s'exprimera durant la première partie de la réunion. Ce sont des représentants de premier plan qui seront de toute façon ici jusqu'à vendredi en marge de cet atelier. Donc si vous voulez les rencontrer en bilatéral, vous pourrez le faire. Nous avons des interprètes avec nous qui devront nous quitter à 13 heures. Si nous dépassons 13 heures, nous devrons passer à un régime monolingue. Maintenant, merci déjà aux interprètes. Sachez donc, mesdames et messieurs, que vous pourrez parler et écouter le français et l'anglais. Alors donc, nous allons aborder la problématique sous différents angles. Les petits exploitants, c'est un vaste concept, multiples facettes. Alors nous allons suivre la définition de la FAO. Il s'agit de petits exploitants, de gestionnaires forestiers, entre autres, qui ont des exploitations de 1 à 10 hectares. Il s'agit de miser sur eux pour viser la durabilité, l'autonomie, sans véritable culture d'exportation et de culture commerciale dans leurs activités. Mais leur contribution à la sécurité alimentaire, à la sécurité nutritionnelle est essentielle. Ce sont des pièces essentielles du système agricole. Ils alimentent quelques 80% de la population en Asie et en Afrique subsaharienne et ils soutiennent la vie, si je puis dire, de milliards de personnes à l'échelle mondiale, ces petits exploitants. Alors donc, nous allons avoir plusieurs orateurs aujourd'hui qui vont tenter de répondre à certaines des grandes questions tournant autour de cette problématique des petits exploitants. Quelles sont les tendances? Quelle est la situation? Quelles sont les perspectives? Comment pourrons-nous mieux lier les petits exploitants au marché? Quelles sont les nouvelles possibilités qui se dégagent devant eux? Les nouveaux débouchés, les marchés urbains et ainsi de suite. Il s'agit de ne pas mettre en péril les différents systèmes agricoles, qu'ils soient de grande taille ou de petite taille, mais il s'agit quand même malgré tout de miser sur la résilience des petits exploitants eu égard au rôle fondamental qu'ils jouent en termes d'emploi, de production, de productivité et de vente. Ils ont par ailleurs un rôle fondamental dans le contexte de la multifonctionnalité de l'agriculture. Ils jouent des rôles importants dans les régions rurales, ils prestent des services essentiels dans les zones rurales, dans les zones périurbaines et dans les zones non agricoles également. Et c'est un rôle, ce sont des rôles que nous voudrions reconnaître. Nous voudrions aussi, via certains orateurs, parler politique. Est-ce que les politiques sont suffisamment propices et favorables aux petits exploitants? Si ce n'est pas le cas, que pouvons-nous faire? Nous voulons des solutions concrètes, des recommandations concrètes
afin de pouvoir avancer. Et là, il s'agit de faire relayer les messages par les différents partenaires, en salle et ailleurs. En tant que CTA et avec nos partenaires, nous voulons aussi viser les investissements, les financements, leur mobilisation, en créant notamment des partenariats et des relations de différentes natures. Voilà, je n'entre pas dans les détails et je voudrais surtout reconnaître vos contributions. Nous avons ici évidemment des représentants de tous les horizons. Nora, par exemple, nous vient de l'Université de Rome, niveau Concorde, et je ne peux que m'en réjouir. Nous avons par ailleurs des gens qui nous suivent en live et en direct. N'hésitez pas à les poser. Que vous soyez en salle ou non, si vous n'êtes pas en salle, n'hésitez pas à poser des questions. Mes collègues les relayeront vers les orateurs. Donc, si vous nous écoutez live ou par le biais du réseau. Je me tourne maintenant vers le secrétariat ACP. Je le remercie d'être parmi nous. Le secrétaire général est à Genève pour l'instant et il participe à une grande réunion pêche à Samoa. Le secrétaire adjoint, votre présence à vous est fondamentale. Vous êtes un expert de la sécurité alimentaire au secrétariat depuis de nombreuses années. Vous vous occupez d'environnement et d'autres sujets qui sont très importants pour le développement agricole. Merci de nous avoir accueillis. Monsieur Ojo, je vous donne la parole. Thank you, Isolina. Merci, Isolina. Merci, Isolina. Mesdames et messieurs, bonjour. Directeur du CTA, Monsieur Léonard Mizzi. Merci à tous. Bienvenue à la maison ACP. Je pense que vous la connaissez tous. Le secrétariat ACP accueille les briefings depuis un moment maintenant et nous sommes heureux de vous voir ici, autour de la table. Je pense qu'on a bien progressé au fil du temps. Ces briefings politiques sont de plus en plus tranchants. Le secrétaire général vous souhaite la bienvenue, évidemment. Dr Patrick Combs vous souhaite la bienvenue. Il est absent, vous l'avez entendu. Mais en tout cas, bienvenue en son nom, bienvenue en notre nom à ce briefing 57e du nom. C'est un exercice utile et il nous semblait utile par ailleurs d'organiser des briefings régionaux en marge des briefings de Bruxelles. Ces exercices sont menés depuis un moment maintenant avec fruit. Nous soulignons ici toute l'importance de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, surtout dans les pays ACP. Nous savons que la plupart des pays ACP ont des économies qui se fondent sur l'agriculture. Le rôle des petits exploitants est fondamental. Isolina a essayé de donner une définition globale des petits exploitants. Je suis plutôt d'accord avec la définition qu'elle nous a donnée. Bon, c'est la définition officielle de la FAO qu'elle nous a résumée là, mais elle est importante. Je ne serai pas long. Je voudrais souligner, cela dit encore une fois, l'importance des petits exploitants pour nous tous. Je voudrais souligner leur rôle dans les communautés agricoles. Et je vais vous expliquer ce que nous pourrions faire pour relever les défis qui nous attendent. Les pays ACP connaissent tous ce genre de système et nous savons que beaucoup de petits exploitants luttent pour survivre. On parle d'agriculture de subsistance, justement, d'agriculture familiale aussi. On donne toutes sortes de noms à ces activités. Alimenter des milliards de gens, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous avons besoin de politiques solides
Et une grande partie de la consommation alimentaire dans les pays ACP est pourvue par les petits exploitants qui semblent être négligés par les politiques, par les mécanismes de financement, par les systèmes de gestion foncière, et on les relègue quelque part en coulisses. On donne la préférence aux grands exploitants parce qu'ils fournissent de l'emploi, ils fournissent ceci, ils fournissent cela, parce qu'ils sont le biceps financier des pays, ils ont un impact sur les politiques et du coup les décideurs politiques veulent en tenir compte, mais il ne faut pas négliger les individus, les petits exploitants. Et c'est vrai que pour eux, il est plus difficile d'exercer un impact sur les politiques. Et c'est pour ça qu'ils s'associent et qu'il y a des organisations d'agriculteurs. Nous en avons plusieurs autour de la table. Aujourd'hui, nous en avons eu d'autres dans le passé. Et nous en sommes très heureux. 80% des terres agricoles sont gérées par de petits exploitants. On ne doit pas les négliger. Ils sont importants dans la production alimentaire, dans la gestion des systèmes alimentaires. La chaîne alimentaire est marquée par les petits exploitants. Nous avons les activités sur site, les activités de commercialisation, le prix en exploitation, la formation des prix en exploitation sont des paramètres importants et il faut notamment s'y intéresser quand on pense au rôle des petits exploitants et quand on pense à la façon dont on peut les associer au marché, ces petits exploitants. Il faut voir les problématiques sur toutes leurs facettes. Les petits exploitants doivent endosser un peu toutes les casquettes. Pour le pays ACP, pour les pays européens, il est important de multiplier les tentatives d'aider les petits exploitants. Nous avons un programme agricole mise en œuvre par le CTA dans les Caraïbes et le Pacifique. Nous avons le PADIV sur le continent africain. Il s'agit de consolider les capacités des organisations agricoles, de miser donc sur cet aspect organisationnel pour renforcer la position et la productivité des petits exploitants. Si l'on se penche encore une fois sur la croissance de la production agricole, que voit-on? Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Les défis sont nombreux également. La fertilité des sols, la qualité de l'eau douce, les parasites, et ainsi de suite. Il faut gérer tous ces défis. Les financements sont parfois nécessaires et il est difficile de faire le lien entre les activités de terrain et les financements, d'ouvrir des canaux. C'est un des défis. Maintenant, pensons à l'environnement. Voyons dans quel environnement œuvrent les petits exploitants. Là, il faut penser écosystème, préservation des écosystèmes, préservation de l'environnement. Tout cela a un impact évidemment sur les activités de production alimentaire des petits exploitants. Donc nous devons examiner de nombreux aspects. On doit jouer sur de nombreux leviers dans l'intérêt, évidemment, en bout de course, des exploitants. Nous avons dans nos programmes ACP des programmes de protection de la biodiversité notamment qui s'intéressent à certains de ces facteurs. L'idée globale, c'est de garantir la durabilité des pratiques agricoles dans le cadre de ce programme. Autre enjeu important pour la productivité des petits exploitants, le changement climatique.
Tout le monde, évidemment, est au courant. Cela a un impact sur la productivité agricole, même si nous savons que les méthodes agricoles classiques ont aussi un impact sur l'agriculture. Quand on parle à grande échelle ou à petite échelle, il y a un impact. Et il faut trouver un équilibre entre la prospérité des agriculteurs, quelle soit leur taille, et l'environnement et la problématique des changements climatiques. Le système de production contribue au changement climatique, a un effet. Et donc, il faut au total trouver un équilibre. Il faut relier agriculture, climat, soutenir les initiatives qui sont prises. Et je sais qu'il y en a. Il faut aussi penser à l'intensification sur la toile de fond de la durabilité. Et là, je voudrais parler de viabilité financière également, d'assurance et de facilitation des investissements à long terme. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'avec les bonnes conditions, avec leur grande expérience, parce qu'il y a une tradition qui se transfère de génération en génération, ce que j'essaie de dire, c'est que on essaie de moderniser ces petites exploitations qui limitent de toute façon, qui ont un effet limité sur le changement climatique, un effet négatif limité sur le changement climatique. Il faut donc viser le long terme, faire évoluer ces petites exploitations. On a besoin d'une nouvelle génération d'agriculteurs qui doivent utiliser les nouvelles méthodes, se les approprier, tout en bâtissant sur leur expérience. Et il faudra à la clé que les quasi 10 milliards de personnes présentes sur cette planète en 2050 puissent être alimentées, puissent être nourries. Voilà, grosso modo, le message que je voulais faire passer. Nous allons maintenant entendre des experts s'exprimer de manière beaucoup plus technique. Alors, nous ne ferons pas tout aujourd'hui, nous ne ferons pas tout en même temps. Et il faut développer une approche progressive, un parcours. Certaines des décisions que nous illustrerons aujourd'hui seront répercutées jusqu'au terrain, avec un impact, espérons-le, sur les petits exploitants. Merci beaucoup d'avoir parlé du changement climatique également, Monsieur Ojo. Vous avez un programme très ambitieux au niveau ACP, nous en parlerons évidemment, mais ce n'est pas l'objet de ce briefing. Je pense que le changement climatique mériterait un briefing à part entière. Vous avez parlé aussi des financements, je vous en remercie. Nous allons dans ce sens-là. La commission qui va intervenir est l'un des chefs de file mondiaux sur la finance au développement. La commission en fait beaucoup pour les agriculteurs, évidemment. Ça ne suffit jamais. Les petits exploitants nourrissent la majorité d'entre nous et pourtant ils sont souvent parmi les personnes les plus pauvres. Et ça, ce n'est pas acceptable. Léonard Mizzi, il est chef d'unité à Europed, développement rural, sécurité alimentaire et nutrition. Il vient d'Europed, un FQC 1. Bon, il est notre interlocuteur sur ces sujets. Il a toujours été un fervent partisan des briefings. Il participe toujours quand ça lui est possible parce qu'il a un agenda très chargé. Il a une expérience du secteur privé. Il est arrivé à la DG Agri en 2007, mais avant ça, il venait du secteur privé. Il connaît le développement, le secteur privé, l'agriculture. Il a toujours voulu lier ces différents terrains de prédilection sans négliger, évidemment, la place, évidemment, des petits exploitants et leur accès au marché grâce à un certain nombre de programmes pour les agriculteurs ACP. Merci d'être venu, merci pour l'aide que vous nous apportez déjà, mais je suis certain que vous allez nous en dire encore plus. Merci Isolina, merci Michael, merci Monsieur
Ojo. Je remercie évidemment les participants. Les briefings de Bruxelles deviennent de plus en plus populaires. On fait carton plein, on joue à guichet fermé. Nous avons nos amis, évidemment, des différentes organisations agricoles. Bienvenue à Elisabeth qui a montré tout le pouvoir des jeunes, des agricultrices et des différents composants des économies rurales. Je la remercie, je lui souhaite la bienvenue, mais je souhaite la bienvenue à tous les autres intervenants, clés, Fatma notamment. Alors, sortons peut-être un peu de la bulle européenne, mais disons quand même que hier, les portefeuilles des différents commissaires ont été présentés. Et là, je pense que ça traduisait quand même une vision assez claire de la part de la Commission de Madame von der Leyen. L'accent est mis sur le climat, entre autres choses. Le climat va gagner en importance. On met au point un Green Deal. Nous avons par ailleurs M. Timmermans, qui sera l'un des grands commissaires chargés du climat et du changement climatique. Nous avons aussi l'agenda numérique qui prend une place importante dans la réputation de ces portefeuilles. Donc, agenda numérique, agenda climat. Avec notre nouveau commissaire finlandais, je dirais que nous avons un cadre, une base qui nous permet de travailler efficacement aux prochaines perspectives financières qui devront être définies pour l'an prochain. Vous savez qu'il y a un gros portefeuille. C'est un nouvel instrument qui est toujours l'objet de discussions interinstitutionnelles. Mais il est important, je voulais vous en parler. Et je pense que la réunion d'aujourd'hui nous permettra d'y voir un peu plus clair et de voir ce que nous pouvons consolider. Je ne vais pas adresser une liste de tous les programmes que nous avons lancés dans le domaine, mais clairement, l'aide aux organisations d'agriculteurs est une de nos pistes de travail. Si nous voulons vraiment changer la donne dans les chaînes de valeur, on parle sans cesse de chaînes de valeur, on parle sans cesse d'appropriation, d'habilitation. Eh bien, si on veut changer tout ça, il faut tirer les leçons du modèle européen. Nous avons des exemples d'excellentes coopératives, d'excellentes associations où des agriculteurs petits et moyens participent en se renforçant via leur adhésion à des associations. Ils participent plus efficacement aux chaînes de valeur. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les conditions doivent être réunies pour les exploitants pour aller de l'avant. Nous devons travailler à cela. Nous examinons la situation de par le monde, entre Asie, ACP, etc. Et nous savons de quoi il retourne, mais nous voyons souvent que les conditions ne sont pas réunies. Et si nous n'avons pas ces bonnes conditions cadres en place, l'argent n'afflue pas, il n'y a pas de prise de risque et les perturbations demeurent. Donc, première priorité, l'engagement. Un des orateurs y reviendra certainement, mais il faut des modèles de gouvernance au niveau régionaux et locaux qui permettent de donner la parole et le pouvoir aux petits exploitants dans les processus décisionnels. Sinon, en fait, on va tourner en rond. Ce seront toujours les décideurs politiques à grande échelle qui prendront les décisions. Et on sait comment fonctionne la mécanique européenne. Il faut descendre plus bas, il faut passer par les organisations d'agriculteurs. C'est ce qu'on fait aussi quand même en Europe. Nous savons que le secteur agricole est complexe et il y a de nombreuses facettes. Iselina l'a dit, M. Ojo l'a dit. Des milliers d'études ont été menées. Il y a eu 2 grandes études qui ont été présentées ces derniers mois. Il y a eu une étude du GIEC sur les sols et il y a aussi eu l'ICLANCIT. Nous devons nous intéresser évidemment à nos mécanismes à nous, à nos instruments, pour voir ce que nous faisons, si cela suffit et si il faut
développer des approches davantage tournées vers les solutions actives. Nous sommes en phase de réflexion. Nous ne voulons pas réinventer la roue, nous réfléchissons à une approche des systèmes alimentaires ancrée dans nos décisions politiques. Cette approche globale, en fait, évitera de travailler en silo, d'avoir un morcellement de décisions politiques. Il faut s'intéresser à la dimension territoriale, entre monde rural et monde urbain. Il faut s'intéresser à la voie technologique. Il faut penser au schéma de consommation, au schéma d'alimentation, à la diversification des régimes. Et c'est là que l'on peut revoir encore le rôle du petit exploitant. Hier, nous avons discuté avec le PAM, en marge du PAM, et en tant que DEFCO, nous ne sommes pas nécessairement favorables à la distribution d'aliments via les écoles, mais ce serait peut-être quand même une solution en termes pédagogiques et éducatifs et en termes de diversification des régimes. La distribution d'alimentaires dans les écoles peut avoir des effets positifs indirects sur les petits exploitants et leur situation. Les chaînes de valeur à risque et les risques des chaînes de valeur. Ce que je veux dire, c'est que la situation n'est pas facile à gérer. Pas facile pour les institutions européennes notamment d'investir dans les PME horizontales, dans l'environnement, etc. Mais il s'avère que l'agriculture est un domaine particulièrement délicat où l'on doit, pour investir, il y a le problème des sols, des climats, il y a le problème de la fragmentation des activités, il y a les luttes de pouvoir dans les chaînes de valeur, et donc il est difficile d'investir partout, mais en particulier dans l'agriculture et les petits exploitants. Nous avons différents fonds, notamment le fonds Roumain qui sera lancé avec l'aide de l'Espagne, mais il reste quand même un hiatus entre ce que veulent les petits exploitants en termes financiers et ce qu'exige la transformation, la mutation dont je parlais. Il faut donc qu'on discute avec vous. Hier, nous avons discuté avec un fonds qui travaille dans certains pays d'Afrique orientale et d'Afrique australe. En fait, c'est un fonds que vous connaissez peut-être. Il travaille au Rwanda, au Kenya, au Burundi, en Zambie. Et bref, on essaye de voir ce qui marche en termes de financement. Le problème de l'accès au financement est souvent évoqué. Bon, il n'y a pas de problème de disponibilité financière. Il y a de grands fonds qui sont disponibles. Nous sommes d'ailleurs en contact avec de grands fonds de pension et des fonds privés qui sont prêts à investir si les conditions sont réunies. Le problème, c'est que ces conditions-là ne sont pas toujours réunies. Il y a des aides budgétaires qui permettent de faire bouger les gouvernements et de les aider là où ils n'en font pas assez. Mais il faut une approche globale des changements politiques. Politique budgétaire, subventions aux intrants, distorsions locales et régionales, marchés locaux, régionaux, internationaux. Ce sont toute une série de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi être précis et actif eu égard à certaines chaînes de valeur spécifiques. On a discuté avec le CTA notamment de la chaîne de valeur du café. J'ai des collègues qui sont à Abidjan en ce moment même pour discuter de ce qu'on peut faire de mieux dans la chaîne de valeur du cacao. Les mécanismes de formation des prix pour le cacao sont particulièrement complexes. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de créer un lien entre un prix équitable pour les petits exploitants et un prix qui reflèterait aussi les souhaits et les besoins de la demande des consommateurs européens. Consommateurs qui veulent une élimination du déboisement, du travail des enfants, etc. Et tout ça, ça fait une équation très complexe. Comment avoir un prix
équitable pour celui qui cultive du cacao au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, tout en ayant une politique de tolérance zéro vis-à-vis du travail des enfants ou du déboisement. Idem pour le coton. Nous allons aller à Genève dans un mois pour discuter ce sujet et chaque fois que je discute de cette thématique, je me rends compte qu'on ne veut pas vraiment redynamiser les zones cotonnières. Or, si on ne le fait pas, certaines régions du Sahel vont souffrir. Certaines chaînes de valeur cotonnières doivent être mieux valorisées justement et intégrées dans le tissu général des chaînes de valeur. On n'en fait pas assez dans ce domaine et je pense que nous avons besoin de vous, collègues autour de la table, pour voir ce que l'on peut faire, ce qui se fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Idem, dito, pour le café, et je pourrais citer quantité de chaînes de valeur, bétail, horticulture, pêche, aquaculture. On a besoin de transversalité et de sectorialité. Et on doit aussi viser certains produits spécifiquement. Nous avons des outils d'analyse, nous pouvons travailler avec vous, avec le gouvernement, pour dégager ce qui est faisable au niveau régional, au niveau d'un pays. Pour les changements climatiques, nous avons là un gros portefeuille, nous avons le fonds des IRA. Vous savez, l'engagement qu'on a pris, tout tourne autour de la résilience. One Planet Summit, la résilience face au changement climatique, gestion des eaux, agroécologie, agro-sylviculture. Nous avons un gros portefeuille, une grosse enveloppe en fait qui arrivera à échéance l'an prochain. On va mettre en vitrine ce qui marche. Nous travaillons avec pas mal d'États membres, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Nous travaillons avec plusieurs délégations. Nous sommes prêts à mettre en vitrine les acquis. Et nous verrons ce que l'on a fait avec les petits exploitants dans les différentes régions, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique. En fait, on va essayer de montrer comment on peut impliquer les petits exploitants dans la lutte contre les changements climatiques, entre autres choses. Mais il faut faire flèche de tout bois dans les mois qui viennent, dans les 12 mois qui viennent. Vous devez jouer un rôle actif vis-à-vis de nous et avec nous, décideurs politiques, avec vos gouvernements respectifs pour valoriser, pour mettre en vitrine ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il faut qu'on identifie les nouveaux défis, pas seulement en termes de financement, on parle toujours financement. C'est important, c'est vrai, mais il n'y a pas que cela. Il y aura des financements, mais il faut surtout des politiques intelligentes, rapides et souples. Des politiques qui vous responsabilisent. C'est de là qu'il faut partir. Et nous avons le sommet climat du 23 septembre. C'est déjà une première étape. Il y aura ensuite la COP chilienne. Il y aura la CBD en Chine sur la biodiversité. Nous devons travailler ensemble dans la perspective de Grunaova en janvier. Là, le commerce sera au premier plan. Si nous voulons des marchés dynamiques qui dynamisent justement les petits exploitants agricoles, il faut aussi forcément penser à la dimension commerciale. Et là, je ne parle pas uniquement de chaînes de valeur mondiale. Je parle de marchés locaux et régionaux. Parce que si l'Afrique veut être élevée au-dessus de la pauvreté, si on veut des résultats d'ici à 2050, il faut augmenter les chiffres du commerce intra-régional. On est à 15-20% d'échanges intra-régionaux, il faut passer à 60%. À défaut, on aura un marché morcelé de 54 pays, avec des marchés qui ne se parlent pas les uns aux autres ou qui créent des distorsions commerciales, avec des marchés régionaux qui n'en ont que le nom. Si on ne change pas ça, dans 10 ans, on sera au briefing numéro 150 et on parlera toujours des mêmes problèmes. La gouvernance. J'espère que Nora a des idées brillantes sur le sujet, parce que, avec les agences romaines
On prépare un gros sommet en 2021 lié à l'alimentation, en marchant d'un G7 que l'Italie accueillera. Et je pense que le moment sera bien choisi pour voir si le modèle de gouvernance choisi fonctionne bien. Le gouvernement néerlandais envisage un modèle de gouvernance GIEC. Ça suscitera peut-être de l'angoisse chez certains. Il faudra voir ce que peut-être le rôle du CFS dans ce contexte. Mais je pense que la gouvernance d'aujourd'hui doit être un petit peu secouée parce qu'on va à beaucoup de conférences. Michael était à la GRF, j'ai envoyé un collègue. Alors, on multiplie les conférences, on y entend de superbes idées, on est le témoin d'excellentes expériences, mais il faut que la répétabilité de tout cela se consolide. Et ça passe par de la gouvernance. Et il ne faut pas que ce soit toujours les 10 mêmes pays qu'on cite et qui agissent. Les 10 mêmes pays sur les 54, c'est toujours les 10 mêmes qui agissent. Il faut élargir, il faut consolider. Alors, le commerce, la grande zone de libre-échange, bon, ça, ce sera le grand spectacle des années à venir, et il faut travailler là avec les organisations d'agriculteurs africaines pour que cela se concrétise. Donc, 3 messages pour conclure. 1. Monsieur Ojo a parlé du CADEP. Nous devons le secouer un peu du point de vue des ODD. Le gouvernement allemand, en perspective de sa présidence, souhaitait créer des initiatives et une alliance ODD 2 qui aura un impact sur les petits exploitants. Bon, parler des ODD, des cibles, c'est bien, mais il faut que tout ça soit distillé au niveau local, filtre jusqu'au niveau local, avec un impact sur les jeunes et sur les femmes. Il faut continuer à travailler au système alimentaire, à la résilience, changement climatique. Il faut stimuler quand c'est nécessaire, dynamiser quand c'est nécessaire. Partout en Afrique, il faut travailler aussi davantage sur la transparence des prix dans les chaînes de valeur. Si on veut vraiment intégrer les petits exploitants, il faut renforcer cette transparence des prix. Alors, par des dispositions politiques et légales sur la concurrence, par le renforcement des organisations des coopératives, sont des solutions, mais il faut voir aussi qu'on peut les intégrer dans une perspective de valeur ajoutée liée à la transformation. Et ça, c'est important. Dans le cadre de la task force, on en a parlé, on a eu une conférence en juin à Rome. Il y a un plan d'action, il y a des idées qui circulent, il y a des plans de mise en œuvre qui découlent de cette idée d'intégrer les petits exploitants dans les chaînes de valeur, notamment la transformation agroalimentaire. Et là, on pourrait créer une plateforme où les petits exploitants, les coopératives et le secteur privé, quand je dis secteur privé, je ne dis pas grandes entreprises, soient intégrés et créent cette valeur ajoutée, ces valeurs ajoutées, parce que l'agenda de la croissance et de l'emploi doit inclure, entre autres choses, un volet transformation agricole, transformation agroalimentaire. Sinon, l'Afrique continuera d'importer et on ne créera pas d'emplois et de croissance, alors que l'on doit créer des millions d'emplois et de la croissance d'ici 2030. Merci au CTA, merci au secrétariat ACP. J'espère que cette conférence alimentera les événements qui vont suivre dans les 12 mois qui viennent et j'attends avec impatience de voir ce que vous allez dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mizi. Et merci de vos propos qui sont déjà une contribution en tant que telle. Merci de nous avoir rappelé les conditions nécessaires à cette agriculture durable. Vous vous souviendrez certainement que le dernier briefing portait sur l'énergie, l'eau, les ressources, et je suis ravie que vous ayez parlé des sujets qui nous ont occupés ces 2 derniers jours avec les organisations d'agriculteurs, les partenariats, les chaînes de valeur, l'éthique, la numérisation qui sont des moteurs
Sans plus attendre, je voudrais à présent donner la parole au directeur du CTA. Vous savez certainement que le CTA est une organisation qui dépend de Cotonou. Notre siège se trouve aux Pays-Bas. Nous avons bien sûr un petit bureau ici à Bruxelles. Et évidemment, en fonction de l'accord, notre centre et nos priorités évoluent. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de changement climatique, d'agriculture responsable, de numérisation, la question de la jeunesse et des femmes qui sont aussi à l'ordre du jour aujourd'hui, et bien entendu la question de les chaînes de valeur et des entreprises. Et Michael est directeur du CTA depuis 2010, mais déjà avant, il travaillait notamment à l'ICRAF, au CIFOR, etc. Il a beaucoup travaillé également dans le secteur privé. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci et bonjour à tous. Bienvenue à ce briefing. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à nos amis des organisations d'agriculteurs africains. C'est un plaisir de vous voir ici parce que nous avons des partenariats forts. Nous avons déjà écouté des interventions tout à fait intéressantes de M. Ojo et de M. Misi, donc je serai bref. L'agenda de transformation agricole est au cœur du travail du CTA. Notre vision s'appuie sur la transformation de l'agriculture à petite échelle. Nous voulons la rendre plus durable. Nous voulons des entreprises qui servent les jeunes, les femmes et l'ensemble de la société. Donc c'est vraiment un agenda de transformation. Il y a déjà eu beaucoup de conférences, de discussions pour renforcer la productivité et les revenus des petits exploitants. Ça fait l'objet de l'ODD 2.3. Les résultats sont plus que mitigés quand on regarde les chiffres. Et c'est ce que montrent différentes études, notamment une publiée il y a 3 ans. On voit que les objectifs ne sont pas encore atteints. Seule une vingtaine de pays qui envoient leurs résultats en matière de protection du climat respectent les objectifs. Nous voulons bien sûr transformer l'agriculture à petite échelle. Il y a de nombreux défis en matière notamment d'accès au marché, donc beaucoup de travail reste à faire en matière politique, en matière d'investissement, etc. Quelles sont les priorités du CTA? Eh bien, c'est notamment de voir en quoi la numérisation peut permettre de transformer l'agriculture à petite échelle. Comment faire en sorte que les jeunes participent à ce secteur et soient intéressés par ce secteur sur toute la chaîne de valeur. Ce que je souhaiterais faire, c'est partager avec vous quelques éléments. Alors, certains d'entre vous étaient la semaine dernière au Forum sur l'agriculture africaine. Nous nous sommes concentrés sur la façon dont la numérisation, le passage au numérique pourrait permettre de transformer l'agriculture à petite échelle. Ce sujet est maintenant au cœur de débat. Les dirigeants politiques, les chefs d'État, les entreprises s'emparent de cette question et considèrent que le passage au numérique peut être un moteur de transformation. Une étude d'envergure a été publiée pour voir comment on pourrait tirer parti de ce passage au numérique. Et dans cette étude, nous avons regardé les différentes solutions pour le secteur privé, les ONG,
et voir comment le passage au numérique pouvait, par exemple, renforcer les services financiers, pouvait améliorer les chaînes de valeur, etc. Donc, nous regardons les solutions qui pourraient être utiles à l'Afrique. Il y a un très grand nombre d'agriculteurs qui utilisent déjà ce type de service. Ce qu'on constate ces 6-7 dernières années, c'est une augmentation d'environ 40% de l'utilisation de ces innovations. Mais évidemment, le défi reste la durabilité, c'est-à-dire avoir un modèle économique fort, solide, qui puisse transformer le secteur agricole. Il y a environ une vingtaine de solutions qui sont utilisées à grande échelle. D'autres existent aussi, bien entendu. Ce qu'on constate, c'est un fossé entre notre volonté que ces services soient utilisés de façon pérenne, durable et la réalité. Ce qu'on constate, c'est que le potentiel de recettes supplémentaires aujourd'hui se situe de l'ordre de 130 millions, mais le potentiel est beaucoup plus fort, autour des 2,5 milliards. Nous regardons donc quel type d'investissements sont nécessaires, comment on pourrait accroître la connectivité pour le secteur privé notamment, comment dresser des cartes numériques des sols, comment renforcer les infrastructures afin de pouvoir utiliser différents types de services qui soient pertinents pour les petits exploitants. On a regardé un petit peu la situation dans 6-7 pays, des pays où il y a déjà de bonnes politiques. Là, on voit que les choses bougent. Le secteur privé est pleinement engagé. Et là, les choses avancent. Et évidemment, il faut l'implication du secteur public aussi. Et il y a aussi un certain nombre de pays qui n'avancent pas beaucoup. Donc, nous avons émis un certain nombre de recommandations et nous espérons qu'elles serviront d'inspiration pour ces pays. Ce qu'on voit, c'est que le potentiel est très important. Utiliser ces technologies apporte et crée un impact réel. Par exemple, en combinant différents types de services, des financements qui permettent d'accroître l'accessibilité au marché, etc. Évidemment, les données dont nous disposons actuellement sont limitées, mais on voit que les innovations numériques apportent un véritable changement. C'est un secteur prometteur, beaucoup reste à faire, et nous espérons que les pays pourront bénéficier du soutien nécessaire afin de développer des stratégies numériques, attirer des investissements. Et ce que je peux vous encourager à faire, c'est de regarder notre rapport qui se trouve sur notre site Internet. Nous avons travaillé depuis de nombreuses années sur cette question. Beaucoup d'organisations maintenant rejoignent nos efforts et nous sommes convaincus que cette initiative va encore prendre davantage d'ampleur. Voilà, nous nous réjouissons de la discussion que nous aurons ce matin, qui va permettre d'alimenter également notre réflexion. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous verrez tous les projets, notamment celui cité par la Commission européenne et par le CTA, sur notre site Internet. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Sans attendre, je vous propose de passer au panel 1. Monsieur Ridolfi sera notre dernier orateur parce qu'il est en train d'arriver. Nous voulons donc avoir une discussion sur les petits exploitants.
Et le président des deux panels représentera ces petits exploitants. Ismaël Zunga est le président de la Confédération des syndicats agricoles d'Afrique australe. Vous le connaîtrez certainement. Il travaille au Zimbabwe. Le Sakao est basé en Afrique du Sud. Il a une longue expérience dans le secteur privé puisque c'est un agriculteur. N'oublions pas que les agriculteurs constituent une source importante et un groupe important dans le secteur privé. Il a aussi une longue expérience au plus haut niveau à l'AGRA et dans différentes initiatives internationales. Merci beaucoup d'être présent avec plusieurs de vos collaborateurs. Merci d'avoir accepté de présider ce premier panel.